proposiez enfin, saleté de feuille de merde, de pouvoir te déchirer avec plus avoir de Oh, ça fait des années que j'ai cette feuille où j'ai prévu les points positifs de là-haut à dire, parce que je savais que ce serait un des premiers, il a fallu que j'attende maintenant pour que ça arrive. Et putain, pourquoi j'ai déchiré maintenant? Il faut que je dise ça quand même, merde. Alors, j'ai perdu le fil. Alors bon, faut savoir que c'est, comme je l'ai dit, un des tout premiers, une des toutes premières listes que j'ai écrites en prévision de ce qui pourrait tomber. Vraiment. J'avais fait une liste des films, c'était un peu après la 50e, enfin c'était juste après avoir lancé les top retours. J'avais fait une liste des films dont j'étais presque certain qui tomberaient assez tôt. Avec certains qui ont mis un petit peu de temps, mais la plupart sont tombés assez tôt, sauf celui-là. Et celui-là, c'est genre le 3e de la liste. Hein. J'ai fait ça à peu de choses près, après Atlantide et Taram et Chaudron Magique. Voilà, j'ai fait Atlantide, Taram et Chaudron Magique, Plants, et là-haut. Voilà, c'était le 4e, j'étais sûr qu'il tomberait dans les premiers, ben non. Non, c'est dingue, alors punaise, par contre, j'ai vraiment été con, hein, si vous là, par contre... Ouais, en plus, ça s'est mal coupé, putain. Mais bon... Donc, ouais, là-haut, un film que j'ai donc critiqué il y a un certain temps, toujours le moins bon des Pixar pour moi. Moins bon ne veut pas dire mauvais, ça veut juste dire que tous les autres Pixar, à mon goût, sont un petit peu mieux réussis au moins. Et ça joue à pas grand chose avec le voyage d'Arlo, je reconnais. Hein. Peut-être que c'est moi qui me force à trouver le voyage d'Arlo un tout petit peu mieux que ça, je ne sais pas. Histoire de pouvoir maintenir que, pour moi, cette fierté de trouver que là-haut est le moins bon, et c'est quelque chose, je ne sais pas. Mais le fait est que... Oui, je n'en tire pas une seconde le problème que j'ai avec ça, et c'est clairement l'un des films corrects les plus irritants dans sa façon d'être correct, parce que c'est correct dans le sens où il y a des pics de génialitude, de moments extraordinaires là-dedans, pour un gros morceau, une longue ligne de passages qui sont médiocres et insultants. Et c'est particulièrement gavant. Et dans un sens, quand je m'y penche, je me rends compte que là-haut a été la critique pionnière d'un genre de critique que j'aurais répété des tas et des tas de fois. Vous savez, la critique comme quoi, d'une part, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de très bien dans une œuvre que tout d'un coup cette œuvre en entier est très bien, il faut voir cette œuvre sur sa globalité, et aussi... le cas où l'humour gâche le sérieux de ce qu'on veut raconter. Et je me rends compte maintenant, après toutes ces années, du nombre de fois que c'est arrivé, et c'est assez dingue, hein, ce genre de cas. Là-haut a un peu été la critique pionnière de ce genre-là, et donc, ouais, ça a une valeur assez importante à cet égard, je reconnais. En tout cas, ouais. Quand je dis que c'est super frustrant et qu'il y a des pics de grandeur et pas mal de moments de médiocrité qui occupent malheureusement la trop grande majorité du film, ça veut dire que ouais, quand c'est bon, c'est très bon. Et ouais, les points positifs que je vais lister sur la fin vont être excellents, c'est sûr. Mais ouais, ça changera rien au problème que j'ai dans le ton qui représente facilement 80% du film, hein. 80% du film, on a de la merde, gamine, pas subtile, ridicule, grossière et qui insulte un petit peu l'intelligence pour moi. Hein, c'est pas le pire qui soit à ce niveau-là, mais quand même. Hein, donc, on se penche tout de suite sur le positif, qui, j'avoue, est assez facile à voir pour une bonne partie des points. En avant, donc, pour le top 7 des meilleurs points de là-haut. Numéro 7, la scène du pare-brise. Où ils sont? Alors, c'est pas grand-chose, mais quand on voit ce film qui m'a fait soupirer par son humour durant la grande majorité du temps,
tomber sur une scène honnêtement, sincèrement drôle, ça a une petite valeur quand même, hein. Ça a une petite valeur de voir qu'il y a ce petit timing comique dans la réaction de Muntz, de notre gamin qui se retrouve là sans savoir quoi faire, et ce blanc, on ne sait pas ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut dire à ça, comment on peut réagir à ça. C'est la seule fois où j'ai été vraiment marqué par l'humour de ce film en bien. Et les autres fois, oui, c'était soit oubliable, soit un peu irritant. Donc, ouais, c'est ça, cette valeur-là. Ça a ce poids-là que je note pas une seconde à cette scène. Numéro 6, un vrai dépaysement aérien. Ce film se ressent, pendant une partie importante du temps, du point de vue du ciel. On est dans des véhicules volants, assez loufoques pour certains, et on a cette vue des choses du ciel. Et c'est un spectacle certain de voir les choses de cet angle de vue-là. On a vraiment cette impression un peu vertigineuse de l'endroit où on se trouve, qu'on est vraiment au sommet du monde un petit peu, et qu'on cherche à apercevoir les choses au loin, qui est présente dans de nombreux moments dans ce film, et j'avoue que ça a une touche visuelle assez forte, assez notable, qui, d'un point de vue de l'animation, met ce film un peu à part du film animé basique, auquel on donne juste de l'animation travaillée, et puis c'est un peu tout. Hein, un peu, hein, faut pas exagérer. Hein. Le travail sur l'animation en image de synthèse, c'est du boulot, vraiment. Mais voilà quoi, ça se donne une vraie patte dans l'animation, dans le monde que ça crée visuellement, et par rapport à ce point de vue-là, ce point de vue du ciel, qui vaut quelque chose. Ça vaut vraiment quelque chose. Numéro 5, Ellie et Carl, enfants. Alors, je vais détacher un petit peu ça de la séquence en question que tout le monde connaît, hein, sur laquelle, bien entendu, je vais m'étendre, hein, évidemment que je vais en parler de celle-là, parce que je trouve que c'est surtout la découverte de ces deux personnages d'un point de vue, d'une façon vraiment touchante et efficace. Ces personnages dont on sait que l'un finira vieux, quoi. On a vu les affiches, on sait que Carl finit vieux. Découvrir leur début de relation à cet âge-là, l'âge naïf de jeunes enfants qui n'ont pas grand-chose de prévu dans la vie, qui ont leur vision idéale du monde qui est une aventure pour eux. J'ai beaucoup apprécié cette rencontre entre deux personnalités qui, au premier abord, n'ont pas l'air de vraiment coller ensemble. Carl qui est beaucoup plus timide, réservé, et Ellie qui est beaucoup plus enjouée, du genre à s'immiscer facilement n'importe où. Ça se ressent, cette attraction, cette rencontre, avec une force assez palpable lorsque Ellie le force un petit peu à jouer avec elle, et où c'est ça qui l'ouvre un petit peu, le gars, qui le fera un petit peu sortir de sa timidité et devenir quelqu'un de plus épanoui. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'il perdra. Je reviendrai un petit peu là-dessus. J'ai beaucoup aimé cette rencontre, la façon assez rapide mais très efficace, très impactante qu'on a de montrer ce clash de personnalités. C'était excellent, du tout bon. Et ça appuie évidemment très bien la force de la grande séquence qui vient juste après. Mais on parle pas de ça tout de suite. Numéro 4, les reprises et symboliques. Alors, quand je parle de symbolique, c'est très majoritairement par rapport à la maison, qui représente donc le passé de Carl et Ellie, et qui a chez lui une valeur sentimentale énorme. Une valeur que nous, spectateurs, comprenons très bien, vu comment ça nous a été présenté avant. Et j'apprécie énormément le nombre de reprises, d'éléments, de scènes, de petits détails qui sont faits par rapport à ce mobilier, par rapport à certaines actions que Carl fait au fur et à mesure de l'aventure pour bien appuyer son attache envers cette maison, ce qu'elle représente, et ce qu'il est prêt à faire à la fin pour sortir de cette attache. Les reprises qui sont faites et les symboliques derrière, surtout à la toute fin, lorsqu'il laisse enfin partir sa maison, c'est quelque chose de vraiment touchant qui s'inscrit totalement dans le cœur émotionnel du film, c'est-à-dire le besoin de Carl de sortir de son passé. Ce qui est encore mieux illustré dans numéro 3, la scène de l'album photo. Oui, c'est un peu réminiscent à la séquence d'intro qui reprend un petit peu ce passé-là, et c'est le point de changement, le point où Carl comprend la leçon
leçons à apprendre de la vie, de ce que cette aventure est censée lui avoir appris, et qu'il lâche l'affaire de vouloir à tout prix s'accrocher au passé. Et c'est fait de façon parfaitement juste, forte, douce amère, où Karl redécouvre donc cet album photo avec sa chérie, ces grands moments qu'il a vécu, qui représentent toute sa vie jusqu'à présent, et où cette femme qui représentait tout pour lui laisse un dernier message qu'il n'a pas vu avant, parce que j'imagine que c'était trop dur pour lui de lire ça jusqu'au bout, j'imagine, un truc comme ça, de lui dire « Mon chéri, continue de vivre sans moi ». Et c'est excellent, hein, une apogée émotionnelle très forte, qui aurait sûrement été beaucoup plus forte si l'aventure qu'il appelait, car une fois de plus, n'était pas ce qu'on a eu, en tout cas je trouve, mais ouais, en soi cette scène est extrêmement forte, et finit d'achever ce qui est le point numéro 2 pour moi, l'évolution de Karl et la morale qui en découle. Voilà, je me suis déjà étendu sur le personnage de Karl et sur la morale qu'il y a autour de lui dans des top 10 et 100 avant, donc je vais éviter de trop me répéter, mais oui, Karl est un personnage à la mentalité très intéressante, vu que c'est quelqu'un qu'on découvre à l'âge enfant, qui aura évolué via sa rencontre et via sa perte, et qui devra apprendre vraiment à retrouver l'état d'esprit, la personnalité, le caractère qu'il a réussi à affirmer en étant avec sa chérie alors qu'il ne l'a plus grâce à son aventure. Et une fois de plus, son aventure c'est de la merde, mais ce qu'elle lui renvoie, sa chérie, par rapport à ça, et ce qu'il finit par comprendre à la fin, c'est très beau. Et ça appuie à la fois une excellente évolution du personnage de Karl, qui doit apprendre à redevenir la meilleure personne qu'il était lorsqu'il était avec Ellie, et à la fois une morale extraordinaire, géniale, sur le fait de ne pas trop s'accrocher au passé, parce que ça peut vraiment vous consommer et vous faire perdre tout but par la suite, toute vraie raison de vivre. Donc, très joli, très bien foutu, c'est la chose la mieux réfléchie du film, et quand on s'y penche pendant quoi 20% du film, c'est génial. Les 80 autres pourcents, non, malheureusement, mais voilà, 20% de super, c'est pas rien non plus, hein. Une fois de plus, hein, 20% de génial pour 80% de médiocre, que ça arrive à rattraper ça pour que ce soit correct, c'est pas rien du tout. Et ça se ressent particulièrement dans, évidemment, numéro 1, la séquence d'intro. Ah là là, quelle surprise! Alors, qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas déjà été dit là-dessus? Je veux dire, je me suis déjà étendu dans ma critique du film, c'est magnifique. Cette saga de ce couple qui se sont rencontrés lorsqu'ils étaient petits et comment leur vie évolue alors qu'ils grandissent, alors qu'ils ont des rêves, que ces rêves ne peuvent pas s'accomplir parce qu'il y a les obligations de la vraie vie, des tâches quotidiennes, et cette chose qui est reportée de plus en plus, ce rêve brisé qu'on veut avoir sur le fait d'avoir un enfant et qu'on n'a pas, ce genre de choses, c'est excellent. Excellent. Qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas déjà été dit? Vraiment, tout le monde a chanté les louanges de ça, et oui, à part quelques petits détails de rien du tout, qui signifient que dalle, sur lesquels j'ai un peu chipoté dans ma critique, il n'y a rien à dire, c'est excellent. C'est 5-6 minutes, magnifiquement mise en scène, magnifiquement racontée via le montage, via la musique d'accompagnement qui est super douce, super jolie. C'est excellent, c'est super. Cette séquence, c'est le fil directeur principal de la majorité des points positifs que je vous ai cités avant, donc voilà, tout est lié à ça. Et ouais, si vraiment il fallait voir ça comme un simple court-métrage de 10 minutes, un quart d'heure, qui montrait juste la rencontre d'un couple, leur vie et comment le drame peut les toucher, et terminer sur une note maussade comme ça, si c'était un court-métrage de 10 minutes, ce serait un court-métrage excellent. Mon numéro 2 des courts-métrages Disney, si c'était juste un court-métrage. Derrière la petite fille aux allumettes quand même, hein. Je trouve que c'est quand même un petit peu plus fort, mais voilà, j'ai rien à dire de mal là-dessus, et tout le monde a loué les mérites de ça.
Qu'est-ce que je peux trouver à dire contre ça? Rien, personnellement. Si vous aimez ce film en grande partie grâce à ça, je comprends. Moi, ça ne suffit pas à tout justifier non plus, hein, à tout pardonner dans 1h30 de film personnellement. Mais je peux comprendre que ça puisse vous plaire un peu plus grâce à ça, parce que voilà, les moments forts, quand ils sont là, ils sont super forts, surtout au début, alors que dans d'autres films, c'est vrai qu'on n'atteint pas ce pic de grandeur, c'est sûr, mais dans les autres films, pour moi, on tombe pas aussi souvent dans le médiocre aussi, hein, vous voyez, pour moi, ça se compense un petit peu, vous voyez. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, hein, j'espère avoir été un peu clair sur ce qui fait que ça marchait, même si j'avoue que, ouais, c'est pas non plus une grande surprise, hein, ce que je vous ai fait comme liste. Hein. Je pense que la plupart de ces points étaient assez prévisibles, mais j'espère quand même que vous aurez passé un bon petit moment devant cette vidéo. Pour la prochaine fois, donc, il faut voter en sondage parmi 5 autres films Pixar. Et oui, j'ai envie de poursuivre le Pixar avec le Pixar. Alors, les nominés sont Monstre Academy, Cars 2, Ratatouille, Le Voyage d'Arlo et Coco. Voilà, 5 films qui, pour certains, me feront revenir sur les meilleurs points, pour d'autres me feront revenir sur les pires points, et pour Coco, ce serait pour faire un top 10 des meilleurs et des pires. Voilà, c'est histoire d'avoir quelque chose de bien réparti. 2 cas où je reviendrai sur le pire, 2 cas où je reviendrai sur le meilleur, et un cas où je reviendrai un petit peu sur les deux. Et à vous de choisir hein, ce qui vous plaira le plus. N'oubliez pas de voter, donc pas en commentaire, mais dans un petit post que j'aurais fait. Je vous remercie d'avoir suivi. J'ai une feuille de papier à jeter à la poubelle. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. À bientôt pour de futures vidéos. Bye!